Bonsoir à tous. Vous êtes 52 actuellement, donc on va commencer. Euh, Petit détail technique, si vous pouvez couper vos micros quand vous ne parlez pas, c'est super parce que vu qu'on est nombreux, sinon il risque d'y avoir pas mal de bruit. Moi je suis Alexia, membre de l'association La Traverse, et c'est moi qui anime cette soirée. Pour commencer, peut-être une petite mise en contexte de la soirée. Donc, c'est une soirée organisée par la mairie de Migné-Ausence et l'association La Traverse. Et c'est le moment de lancement de la démarche Page Blanche, enfin, qui s'appelle pour le moment Page Blanche, qui vise à impulser une dynamique de participation citoyenne et de transition dans la commune de Migné-Ausence. Et c'est une démarche qui a vocation à être construite complètement avec vous, avec les habitants. Et pour lancer cette démarche, on a pensé qu'il était important de connaître un peu mieux ce qui s'est fait ailleurs sur ces questions de démocratie, de transition. Et du coup, on a demandé à deux élus de Kingersheim de nous faire part de leur expérience. Kingersheim, ils présenteront la ville mieux que moi, mais c'est une ville en Alsace qui mène déjà depuis 30 ans une démarche de démocratie participative. Voilà, et du coup, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Laurent Rich, qui est maire de Kingersheim depuis 2020, et Madame Bosch, qui est adjointe chargée de la vie démocratique, de la citoyenneté et de l'engagement. Avant de leur passer la parole, et je vais peut-être rapidement vous rappeler le déroulé de la soirée. On va avoir un mot de Florence Jardin, qui est maire de Migné-Ausence, qui va présenter qui va dire un mot. Et ensuite, on aura une présentation de l'association La Traverse par Solène, ici présente. Et ensuite, on passera à la présentation de Monsieur Rich et de Madame Bush. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange voilà, où vous pourrez poser toutes vos questions, sachant que pendant la présentation, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions dans le chat. Quelques points techniques avant de passer la parole. Pour ce soir, l'équipe qui anime cette soirée, donc il y a moi en charge de l'animation, Solène donc, qui sera en charge de présenter la démarche et l'association. On a aussi Maude qui gère le chat. Maude, si tu peux faire un coup pour que tout le monde te repère. D'accord. Et Maxime qui s'occupe de la technique. Voilà, donc, si vous avez des soucis techniques, vous pouvez solliciter Maxime. Ensuite, il y a des petites consignes pour la soirée. La soirée est enregistrée. Donc les personnes qui ne souhaitent pas apparaître peuvent éteindre leur vidéo. Et pour les autres, si vous pouvez mettre votre vidéo, c'est mieux, c'est toujours plus convivial. Voilà. Comme on l'a dit, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. C'est toujours bien de savoir qui on est, enfin qui on a avec nous. Et puis quand vous prenez la parole pour poser des questions, n'hésitez pas à vous représenter également. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous ne parlez pas, éteignez vos micros. Et on a également deux personnes qui s'occupent de la traduction en langue des signes. Quand vous prenez la parole, il faut faire bien attention à parler de façon articulée et pas trop rapide. Voilà pour les détails techniques. Et sans plus attendre, je passe la parole à Florence Jardin, la maire de Migné. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, je vous remercie vraiment sincèrement d'avoir répondu à cette invitation malgré des conditions assez compliquées. Donc, je suis désolée, nous, on est 4 ou 5 dans la salle du conseil, donc nous allons garder le masque. C'est pas très, pour le coup, pas très convivial, mais j'espère que vous entendiez distinctement. Pour revenir quelques mois en arrière, nous avons été élus sur un programme qui avait plusieurs propositions. Une proposition d'un service public moderne et des habitants impliqués, et bien sûr de la solidarité,
et une deuxième proposition, un deuxième grand axe qui concernait une transition écologique volontariste pour tous et par tous. Et donc, ces deux items-là, on souhaiterait arriver maintenant à les mettre en œuvre. Nous avions l'habitude de travailler depuis déjà 2 mandats avec les habitants autour de projets, mais c'était simplement, on venait échanger sur un projet assez avancé dans la construction et c'était thématique avec les riverains. On souhaite aujourd'hui aller plus loin dans cet échange avec les habitants. Donc, ne pas partir que des projets des élus non plus. L'idée est aussi de s'appuyer sur ce que les habitants, les acteurs du territoire peuvent nous proposer. Et puis, nous avons rencontré très récemment donc, la Traverse qui va se présenter et qui va donc nous accompagner sur cette création d'un groupe, d'un comité, d'une démarche, en tous les cas, avec les habitants. Donc, nous avons effectivement été mis en contact par le biais de la Traverse avec nos collègues, que je remercie vraiment également très sincèrement de s'être rendus disponibles pour nous, qui ont 30 ans d'expérience sur ce type de démarche et il nous semblait intéressant, non pas forcément de copier le modèle, mais en tous les cas de comprendre la construction qui a pu se faire et à partir de là, de pouvoir nous-mêmes inventer notre structure sur Mini-Ausence. Voilà, je n'en dirai pas plus en tous les cas pour le moment et je vous laisse présenter la Traverse. Merci. Oui, du coup, je passe le micro à Solène. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais présenter rapidement la Traverse dont je suis membre. Donc Maxime, est-ce que tu peux passer à la prochaine slide? Merci. Donc l'association La Traverse, c'est une association poitevine qui a été créée il y a 1 an et demi maintenant. On est une association qui facilite et accompagne les dynamiques locales de transition. Donc en fait, à la base, on s'intéresse aux enjeux écologiques et notamment au réchauffement climatique et à la préservation de l'environnement. Et la question qu'on se pose, c'est comment les territoires, les communes, les régions, les départements peuvent s'emparer de leur pouvoir d'agir et répondre à ces problématiques, à ces enjeux, donc à la fois s'adapter aux enjeux écologiques, mais en essayer de diminuer leur impact sur ces perturbations qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, pour nous familiariser avec ces notions-là et avec ce qui est fait dans les territoires déjà, parce qu'on savait qu'il y avait plein de choses qui étaient déjà mises en place, on est parti pendant 1 an, on a fait un tour de France des territoires ruraux. On est allé sur 13 territoires, parce qu'à l'origine, c'était principalement aussi l'idée de sortir des grandes villes, en fait, et d'aller sur des territoires un peu plus petits, mais ruraux au sens large. Et on a rencontré là-bas 60 initiatives en tout, donc à la fois des élus, des porteurs de projets locaux, des citoyens, des habitants. Et on a réalisé des podcasts à chaque fois sur chaque territoire. Donc les podcasts, c'est des émissions de radio et qu'on a diffusées sur notre chaîne, mais aussi sur des radios locales, afin à chaque fois de présenter le territoire, les enjeux qui le traversent et toutes les initiatives qui sont mises en place en matière de transition. Et donc, au terme de ce tour, on a conclu, donc on a un peu essayé de répondre à cette question, comment les territoires peuvent faire face aux enjeux écologiques. Et ce qui est apparu, donc c'est la prochaine diapo, ce qui est apparu, c'est qu'un moyen vraiment efficace de faire face à ces enjeux, c'est d'engager des dynamiques collectives de transition. C'est-à-dire que parfois, on voit bien qu'il y avait beaucoup d'initiatives, mais parfois elles ne travaillent pas forcément ensemble, ou alors elles sont un peu isolées, ou alors c'est porté par des élus et pas forcément par des habitants, ou l'inverse. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment que tout le monde travaille ensemble et de concert à ces objectifs, et donc de relier, en fait, de faire des ponts entre les initiatives, de relier tout ce qu'elles font et de le valoriser notamment. Et donc, de cette façon, créer un peu plus d'implication de la part de toutes et de tous, et notamment l'implication citoyenne qui prend une grande part dans cette grande transition dont on a besoin aujourd'hui. Donc, l'implication citoyenne comme moteur aussi de cette transition écologique. Donc aujourd'hui, on a rencontré avec ce projet la municipalité de Mini-Ausence.
et on accompagne la démarche de participation citoyenne sur les sujets de transition écologique. Il y aura beaucoup de programmes qui seront mis en place par la suite et c'est pas l'objet de tout détailler aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, on est là vraiment en tant qu'accompagnateur. On a une posture d'écoute, notamment on va réaliser des entretiens, on va réaliser aussi des podcasts et on a une fonction aussi de valoriser tout ce qui est déjà fait sur le territoire. Donc on est ouvert à toutes les propositions, à toutes les idées et les initiatives. N'hésitez pas à venir vers nous, on mettra notre contact à la fin si vous souhaitez qu'on discute ou qu'on vous présente plus largement notre projet. Et la prochaine diapositive. Maxime, ouais. Voilà, et donc là, c'est juste quelques exemples de communes qui ont des dynamiques assez fortes pour la transition. Il y a notamment Los Angeles sur laquelle on a fait un podcast que vous pouvez écouter sur notre chaîne. Et il y a Ungersheim qui est également en Alsace et Kingersheim dont on reçoit les deux élus aujourd'hui. Merci Solène. Du coup, sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Rich et Madame Bush, qu'on remercie chaleureusement pour leur présence ce soir, et voilà, qui vont nous présenter l'histoire de toute cette démarche à Kingersheim et comment est-ce qu'ils ont mis concrètement en place une démocratie participative. Merci beaucoup, vous m'entendez bien? Oui. Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes géographiquement diamétralement opposés, mais je pense que beaucoup de choses vont nous réunir ce soir, puisque j'ai entendu donc l'intervention de Florence Jardin, et bien sûr, on est dans le même état d'esprit de faire en sorte que nous soyons dans nos communes des acteurs, des animateurs, des assembliers, et qu'émerge plus de participation dans nos territoires. On peut passer à la diapo, voilà, c'est première diapo, on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Je vais vous faire une présentation très rapide de notre commune pour vous situer géographiquement où nous sommes et quel type de territoire nous sommes. Nous sommes une cité alsacienne du Haut-Rhin, dans la première couronne nord de la banlieue de Mulhouse. Mulhouse, c'est 110 000 habitants, Kingersheim, c'est 13 000 habitants. Et nous faisons partie, donc, dans le sud de l'Alsace, d'une communauté d'agglomération avec 39 communes et 280 000 habitants. Vous voyez, nous sommes à côté de l'Allemagne et de la Suisse, hein, vraiment à la limite du territoire national. On peut passer la diapo suivante pour faire très vite et ne pas perdre de temps. Voilà, quelques mots sur la gouvernance et nous présenter. Donc, moi, je suis maire depuis mai dernier. Alors, je mets mai parce qu'on a été élu au premier tour au mois de mars, mais on a été installé qu'au mois de mai. Et j'étais auparavant dans l'équipe de mon prédécesseur, Georges Pilleul, adjoint au maire de 2001 à 2020. Je suis aussi vice-président de la communauté d'agglomération. Et puis, j'ai souhaité que dans l'équipe que j'ai fortement renouvelée, d'un peu plus de la moitié en 2020, avoir 2 personnes identifiées sur les pratiques démocratiques. Donc, Nathalie qui est à mes côtés ce soir, Nathalie Bosch, qui est adjointe chargée de la vie démocratique, de la citoyenneté et de l'engagement. Et puis, j'ai souhaité qu'elle puisse travailler avec un conseiller municipal délégué en charge de ce qui était plutôt les initiatives citoyennes, c'est-à-dire les choses vraiment au quotidien sur des aspects très pratiques. Notre équipe est composée de 9 adjoints et adjointes, c'est ce que permet la taille de nos communes, et 11 conseillers municipaux délégués. Le mandat que nous venons de démarrer tourne autour de 3 priorités essentielles que sont l'éducation et la citoyenneté, les solidarités et la transition écologique et énergétique. Pour ce dernier aspect, nous sommes engagés depuis 2016 dans un processus porté par l'ADEME qui s'appelle Citergie, si vous en avez entendu parler. Ce n'est pas le sujet ce soir. Et une volonté commune, un état d'esprit, une volonté commune qui est que, bien entendu, le conseil municipal est en charge de délibérer sur les projets et actions. Nous sommes élus pour délibérer, et les 33 élus du conseil municipal, un groupe majoritaire qui est le mien et 2 groupes d'opposition, l'ensemble des 33 élus, nous sommes là pour délibérer. Nous avons tous été élus traditionnellement, donc c'est normal que nous prenions les décisions de délibération, mais que nous souhaitons que les habitants soient associés dans toute la phase de préparation de ces mêmes projets et actions pour enrichir les délibérations. Donc
l'association des habitants pour nous est importante, elle est réaffirmée dans ce mandat. On peut passer à la diapo suivante. Juste pour vous dire d'où nous venons, très rapidement, je pourrais rentrer dans les détails s'il y a des questions après, mais en 1989, quand mon prédécesseur est arrivé en responsabilité, Joe Spiegel, l'idée était de mettre en œuvre une politique locale qui impulsait un mode de vie dans la cité qui permette aux habitants de se rencontrer, de s'identifier, de prendre du plaisir, de se rassembler, de vivre ensemble. En gros, de faire en sorte que cette ville de première couronne de Mulhouse ne devienne pas une ville dortoir, puisque je le dis après, elle a doublé de sa population dans les années 70-80 à cause d'un urbanisme galopant qui était parti et qui a pu être maîtrisé par la mise en place d'un plan d'occupation des sols en 1995. Et donc, dès 1989, Joe Spiegel et son équipe, et ses équipes à l'époque, ont souhaité travailler sur un projet basé sur l'humain, prioritairement sur l'enfant, l'éducation et la jeunesse, parce qu'en mobilisant l'enfant, l'éducation et la jeunesse, on mobilise les familles, mais c'est aussi parce qu'on a toujours considéré, et Joe Spiegel le considérait avec son équipe à l'époque, que l'enfant d'aujourd'hui est le citoyen de demain. Et donc, on a une grosse action d'éducation culturelle avec un centre d'action culturelle qui s'appelle le CREA et un festival dont vous entendrez peut-être parler, vous avez peut-être entendu parler, qui est un festival de spectacle vivant jeune public dont nous aurions dû fêter les 30 ans cette année s'il n'y avait pas eu le Covid. Bien sûr, l'idée, c'est de mobiliser les familles dans le but essentiel de construire la citoyenneté. Ville qui s'est développée avec un plan d'occupation des sols mis en place en 95, et puis je le note tout de suite parce que c'est une démarche participative qui était assez intense. Nous sommes passés ensuite dans un PLU qui a été adopté en 2016, mais à la suite d'une démarche participative lancée dès 2010 et pendant 6 ans. Il y a eu un travail avec des habitants, un travail de fond avec des habitants dont certains ont été tirés au sort sur liste électorale. Notre commune est engagée dans un plan climat territorial de notre agglomération depuis 2006 et l'engagement dans la démarche Citergie dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, donc l'enjeu de la participation et de l'application des habitants pour sortir de la relation électeur-consommateur et magicien est une démarche que nous avons engagée dès la fin, plus particulièrement de façon plus poussée, dans la fin des années 90, dans une démarche que mon prédécesseur, et nous avons gardé ce terme, a souhaité appeler Agora en 2014, lorsque nous avons relancé une nouvelle séquence avec les habitants. Je pourrais expliquer pourquoi, ça c'est pas très, très important. Je peux passer à la diapo suivante. Voilà, donc je vais rentrer dans la présentation de cet écosystème démocratique de délibération, d'élaboration et d'implication que nous souhaitons construire. Et la citation d'Hannah Arendt est celle qui figure dans notre maison de la citoyenneté, l'espace où nous avons entre autres notre salle du conseil municipal, qui est justement installée et organisée en forme d'agora pour faciliter le débat. Et mon prédécesseur, Georges Spiegel, avait souhaité que figure sur les murs de cette salle cette citation d'Hannah Arendt qui dit et qui résume un peu notre volonté à Kingersheim, c'est que le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble et il disparaît lorsqu'ils se dispersent. Je vais passer à la diapo suivante. Notre idée, c'est de pratiquer une démocratie exigeante, c'est-à-dire une démocratie qui est à la fois interactive. Alors, ça peut paraître évident, mais c'est quand même important de le rappeler. Une démocratie lente, parce qu'il faut du temps pour pratiquer la participation, pour travailler sur la co-construction, édifiante, parce qu'elle doit nous aider à nous construire, à cheminer, à grandir au travers de ce que nous pouvons faire. L'idée, c'est de construire ce que nous cherchons à faire depuis plusieurs années, c'est de construire un écosystème démocratique de délibération, vous l'avez bien compris, mais en amont de cette délibération, d'élaboration, d'implication et par toutes les ressources civiques de sens, d'expertise et d'intelligence. Et on est convaincu qu'on n'est pas citoyen, mais qu'on le devient et qu'il est donc nécessaire de travailler dans ce sens. Mon prédécesseur, Georges Spiegel, employait souvent cette expression, de dire que nous étions encore des analphabètes de la démocratie parce que nous avons encore beaucoup à faire et encore beaucoup à apprendre en mettant en place ce type de démarche. Je peux vous passer à la diapo suivante. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je reviendrai sur les éléments qui seront ceux qui vous intéresseront.
L'objectif est pour mieux décider, donc vous l'avez compris, et pour mieux agir, de faire en sorte que tout projet, toute action donne lieu à une séquence démocratique, systématiquement, considérant que toute des séquences démocratiques est décisive pour la décision. Nous venons de démarrer un nouveau mandat, nous avons été élus sur un programme municipal. Le programme municipal sur lequel nous avons été élus, nous l'avons redécliné par écrit en expliquant aux habitants que pour chacune des actions et projets du mandat, nous les mettrions en participation systématiquement avec des séquences qui peuvent être différentes, mais nous souhaitons le faire. L'objectif est de permettre à tout à chacun de participer sur tous les projets et actions portés par l'équipe municipale. On verra après, ce qui n'empêche pas aux habitants de faire aussi des propositions, voire des fois des propositions qui viennent naturellement parce que une pétition, parce qu'une demande, parce qu'un souhait particulier, ou parce qu'un projet, bien sûr, ça c'est encore mieux, et si possible, un projet qui crée du lien et des solidarités, c'est encore mieux. Le périmètre démocratique est toujours fixé dès le début de la séquence. Alors ça, c'est un élément important. Je commence tout de suite par ça. C'est-à-dire que dans toutes nos séquences démocratiques que nous ouvrons, quel que soit le projet, on dit toujours pourquoi, de quoi on débat et comment. C'est important. Un, il ne faut pas se moquer des gens. Et deux, il n'y a rien de pire que de ne pas fixer les choses dès le départ. Il faut définir les finalités, les valeurs, les objectifs de la démarche, c'est important. Et il faut déterminer les éléments négociables du projet de ceux qui ne le sont pas. Je donne un exemple tout de suite. Lorsque nous avons travaillé sur la mise en place des rythmes scolaires, le périmètre démocratique, et ce qui n'était pas négociable, c'était de dire nous parlerons. Et nous y avons veillé pendant toutes les discussions, nous parlerons du temps de l'enfant. On n'était pas là pour parler du temps des enseignants ou du temps des parents, on était là pour parler du temps de l'enfant. Il faut le préciser, c'est important parce que chaque fois qu'on veut ramener chacun et chacune à l'objectif de départ pour éviter qu'on se perde ou qu'on oublie l'objectif principal, eh bien, c'est bien de le fixer dès le départ. C'est ce qu'on appelle chez nous le périmètre démocratique. Toute phase décisive et cheminement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce processus édifiant, c'est d'interpeller, de se laisser interpeller, d'informer, de donner du sens, de débattre, d'élaborer, de co-construire, décider et s'engager. Ça peut paraître des mots, mais en fait, c'est tout un cheminement qui est à la fois important, exigeant, mais à la fois enrichissant. Si on arrive à le mettre en place avec tous ces éléments, les constructions sont en général réussies et elles apportent beaucoup à toutes celles et ceux qui participent. Et je rappelle, vous l'avez compris dans mes premiers propos, que la démocratie de participation n'a pas vocation à se substituer ou à s'opposer à la démocratie électorale, mais bien à l'enrichir. Tout le travail qui est fait en amont est fait pour enrichir la délibération et les élus restent dans leur rôle avec la légitimité de l'élection au suffrage qui les a amenés à être en responsabilité. Je le précise parce que très souvent, les élus ont peur de mettre en place cette démocratie de construction, de co-construction. Je ne parle pas de démocratie participative volontairement parce que je dis toujours que la démocratie, si elle n'est pas participative, je ne vois pas comment elle peut être démocratie. Donc, voilà, c'est cette façon d'amener les habitants à participer. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas penser qu'elle va remettre en cause le rôle de l'élu. Par contre, elle le positionne dans un nouveau rôle, elle déplace son rôle et elle demande, je vais y venir après, une nouvelle posture de la part des élus. On peut passer à la diapo suivante. Et donc voilà, donc c'est un état d'esprit pour les élus, c'est un autre rapport au pouvoir qu'il faut avoir. Alors ça se travaille, c'est pas forcément évident, mais l'humilité, la sobriété, l'écoute, la transparence sont forcément au cœur de cet autre rapport, mais vous aurez compris que ce sont des valeurs intéressantes qui, nous l'espérons, nous permettront dans notre commune ou ailleurs de faire en sorte que le fossé qui s'est de plus en plus créé ces dernières années, ces dernières décennies, entre les représentants et les représentés est important. Aujourd'hui, les habitants ne croient plus à la parole politique, à la parole publique. On le voit bien, le populisme et la démagogie prennent beaucoup de place et il faut contrer cela. Et donc, ce nouveau rapport au pouvoir est important par l'attitude que l'on doit avoir. Une éthique de l'agir public, je pense que ça vous semblera évident, bien sûr, l'intégrité, le parler vrai, la congruence, l'égalité. Ces éléments sont importants. C'est pareil, c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre, même si on veut être sincère, le parler vrai n'est pas toujours évident, mais il
faut arriver à le construire pour réussir aussi ce travail de participation et de co-construction. Quelques conditions de réussite, je ne sais pas si c'est exhaustif, mais l'état d'esprit, je l'ai évoqué. Juste vous préciser qu'en 2015, on avait même été jusqu'à adopter avec tous les habitants qu'on avait associés à chaque séquence démocratique une charte pour un renouveau démocratique. Vous la verrez dans un transparent après. Nous avons à Kingersheim un lieu dédié qu'on appelle la Maison de la Citoyenneté. C'est une ancienne ferme qui avait des restes du XVIe et du XVIIe siècle et qui restait d'être détruite parce qu'elle appartenait à un privé qui l'avait vendue à un promoteur immobilier. Et on l'a récupérée pour en faire salle du conseil municipal qui, dans notre mairie, était trop petite, ne nous permettait pas de recevoir tout le public et nos 33 élus au conseil municipal. De pouvoir mettre un espace de convivialité à côté qui nous manquait. Enfin bref, on pouvait créer un lieu dédié à la citoyenneté, comme il y a un lieu dédié au sport, comme il y a un lieu dédié à la culture. Et dans cette maison de la citoyenneté, eh bien, nous passons beaucoup de temps sur de nombreuses séquences démocratiques. On y passe du temps pour le conseil municipal aussi. On permet à nos associations d'y organiser leurs assemblées générales, etc., et d'autres réunions. Et c'est un espace qui est dédié et qui maintenant est bien identifié dans notre commune pour cela. Il peut être intéressant de mettre en place des temps forts pour susciter le désir de la participation. Alors, vous avez une photo en bas à droite, c'est la journée citoyenne. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans beaucoup de communes, en tout cas dans le Grand Est, on rencontre ça très souvent. Une journée où on s'implique avec tous les habitants de façon bénévole sur tout un tas de chantiers citoyens dans la ville. Mais à Kingersheim, on essaye de ne pas rester que sur cette journée une fois par an et de travailler plus souvent sur des temps forts qui permettent d'amener par un lien événementiel ou l'engagement bénévole sur un temps particulier, de susciter le désir de la participation. Ce qui est peut-être le plus important, et vous comprendrez, c'est une ingénierie et des outils diversifiés. Il faut consacrer du temps à l'ingénierie. C'est très important. Il faut se former à la gestion du débat public. Il faut être très exigeant sur la façon dont on conduit les séquences. Il faut y mettre une certaine constance, une certaine volonté. Donc, c'est important. Il faut avoir des outils. Alors, moi, je vais vous présenter des outils qui sont ceux qu'on utilise dans notre commune. Chacun fera et dans vos communes à vous comme il le souhaitera. Nous, on n'a pas de méthode à vous imposer et vous ferez avec votre expérience, avec ce qu'est votre contexte, avec la façon dont vous fonctionnez, avec vos valeurs, avec votre projet. Vous utiliserez vos outils, mais par contre, ce qui est important, enfin, ce qui nous semble important, nous, c'est que ces outils soient clairement identifiés auprès des habitants et que ces outils ne soient pas changeants dans le temps et qu'on sache toujours se repérer dans les différentes instances dans lesquelles on peut se trouver. Et puis un accueil, des incitations, des accompagnements au pouvoir d'agir citoyen. On pourrait y revenir aussi, je ne vais pas être trop long là-dessus. On peut passer à la diapo suivante. Très rapidement, je vous laisse en prendre connaissance, mais c'est les éléments qui figuraient dans cette charte que nous avions adoptée avec les habitants en 2015, lorsque nous avions lancé une nouvelle séquence de nouveaux mandats après les élections 2014, pour rappeler aux habitants que la façon dont nous souhaitions travailler et faire travailler l'ensemble des acteurs, comme ça a été dit tout à l'heure par la Traverse, avait été fixée dans le cadre d'une charte où on affirmait, entre autres, en premier point, que l'objectif était de pratiquer davantage la démocratie que seulement dans l'intervalle des élections et que pour les élections. On considère que la démocratie s'arrête trop souvent au bulletin de vote que l'on met tous les 6 ans dans l'urne et qu'il faut pratiquer bien plus que ça. Et donc, ensuite, l'idée était de rappeler que nous souhaitions associer les citoyens à toutes les ressources démocratiques au processus de décision, de vouloir fertiliser les points de vue, ça c'est très important, plutôt que de retrancher dans les affrontements stériles. On est souvent dans la confrontation, on a beaucoup de mal à faire des synthèses, il faut au contraire essayer de fertiliser les points de vue et cheminer ensemble, c'est important. De promouvoir le pouvoir d'agir et la responsabilisation de notre société plutôt qu'une démocratie providentielle. On le voit encore, même encore aujourd'hui, on attend beaucoup, voire des fois d'en haut, de l'État. Très souvent, les habitants votent une fois tous les 6 ans et puis
tout de suite attendre que les élus agissent par délégation. Il faudrait sortir de ça, et puis bien sûr de l'individualisme, et puis s'inscrire dans une éthique de discussion et du dialogue pour favoriser l'écoute, le parler vrai, susciter l'élévation scrupuleuse du débat que j'évoquais tout à l'heure. La diapo suivante, pour vous dire que la base démocratique la plus large possible pour encourager le pouvoir d'agir citoyen, c'est donc la mise en agenda d'un projet ou d'un sujet de débat fait toujours l'objet d'une campagne d'information. Alors là, oui, j'essaye de vous résumer un petit peu comment se déroule un processus dans notre commune. Donc, en général, tout sujet fait l'objet d'une campagne d'information de la population en amont, via les supports traditionnels, notre magazine, le site internet. On a un service d'alerte SMS, la presse locale, pour lancer une séquence et qui généralement invite la population à une réunion publique, à une première étape qui est une réunion publique et qui nous permet d'avoir un temps d'échange et de débat sur le sujet sur lequel on va travailler, qui est concerné. Et cette réunion publique permet de recevoir éventuellement des intervenants extérieurs, s'il le faut. Par exemple, pour reprendre l'exemple des rythmes scolaires, nous avions fait venir un chronobiologiste qui était venu nous parler du temps de l'enfant. Élément important qui permet de se former, de s'informer si nécessaire en amont de tout travail, de toute séquence. Et puis ensuite, de veiller, une fois qu'on est rentré dans le sujet et qu'on forme par exemple un conseil participatif, de vérifier que dans les différents collèges qui existent, le collège des habitants soit toujours majoritaire. C'est très important. Il faut impérativement que les habitants aient leur place de façon majoritaire. Et il est formé en général par un acte de candidature volontaire qui se fait à l'issue d'un forum débat de présentation. Cette réunion publique que nous faisons au début de chaque séquence permet à la fin de cette réunion publique de dire qui en veut. Et les personnes s'inscrivent à la fin de la réunion en général. Et si nécessaire, on peut aussi tirer au sort des habitants. Il y a un collège d'experts qui sont les techniciens des agences qui peuvent nous accompagner, un collège de représentants associatifs s'il le faut, et puis un collège d'élus en veillant à ce que les élus ne soient pas trop nombreux et ne soient là simplement que pour apporter l'accompagnement de compétences d'élus, mais aussi l'accompagnement en termes d'animation, c'est-à-dire que les élus se mettent dans la posture d'accompagnateurs, de facilitateurs du débat, et pas du tout d'élus qui sont là pour contrer ou discuter de la parole qui est donnée par les habitants. Le parcours peut débuter par un cycle de formation. Ça nous est arrivé, par exemple, pour le PLU, dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre 2010 et 2016. Le parcours peut débuter par un cycle de formation adapté, qui peut être plus ou moins intense selon le niveau de connaissance. Il peut être plus ou moins long selon le contenu du programme. Et puis, afin de favoriser l'échange avec l'ensemble de la population, il peut y avoir des forums aussi d'information, d'échanges qui sont organisés tout au long de la démarche. Bien sûr, il faut faire une restitution régulière à la population, faire des points d'étape, surtout quand les séquences sont un peu longues. Donc, on utilise entre autres nos outils numériques, le magazine. La presse peut être invitée aussi et faire à sa manière ces restitutions. Et puis, bien entendu, on termine par une proposition ou des propositions qui sont faites au conseil municipal qui décide in fine. Les habitants qui ont travaillé lors d'une séquence peuvent venir d'ailleurs présenter des scénarios, des propositions issues de leur travail au conseil municipal avant la décision. Je passe aux outils à l'ingénierie, à la diapo suivante. J'en aurais terminé là. Donc, on a différents outils diversifiés. Alors, on a un vocabulaire précis là-dessus pour être sûr que nous-mêmes, des fois, on ne se remet pas les crayons, que même les habitants sachent de quoi on parle quand on parle de conseil participatif, comité de pilotage, jury citoyen, etc. Donc, on a tout un vocabulaire qu'on utilise régulièrement. Donc, on utilise le terme de conseil participatif ou de comité de pilotage à chaque fois qu'un projet est mis en agenda à l'initiative de la ville ou des habitants. La différence entre les deux, c'est que le conseil participatif travaille dans un temps précis. Il y a un début, une fin, avec des modalités qui sont fixées par les habitants au démarrage de la séquence. Là aussi, c'est pareil. On s'entend sur la méthode. C'est avec les habitants qu'on s'entend sur quand démarre la séquence et quand elle termine. C'est quoi le fait générateur qui déclenche la
le démarrage des travaux et c'est quoi le fait générateur, à partir de quoi on peut considérer qu'on a terminé le travail et qu'on ferme la séquence et on peut passer à autre chose. Donc, conseil participatif. Puis le comité de pilotage, c'est la même chose, mais c'est pour travailler de façon récurrente, de façon permanente, sur des sujets qui nécessitent une action pérenne. On a un comité de pilotage, par exemple, qui travaille avec des habitants depuis plusieurs temps maintenant, voire au moins 2 ans, sur la place du vélo dans la ville. Et ce comité de pilotage nous fait régulièrement des propositions, des suggestions, travaille sur comment susciter le désir d'utiliser le vélo dans la population. Voilà. Donc là, on est sur du long cours. Ce comité de pilotage, on a validé que pendant les 6 années de notre mandat. Et là, on a quelque chose de pérenne et récurrent. Il peut y avoir des jurys citoyens, des conseils citoyens. On en a eu un à un moment donné, il y a maintenant quelques années, quand on s'est posé la question de savoir si on passerait sur le vote électronique dans le commune ou pas, puisque la ville de Mulhouse est en vote électronique maintenant depuis plusieurs années. On peut avoir des groupes d'action d'initiative citoyenne. On peut avoir des forums très ouverts qui sont des forums qui permettent non pas forcément de travailler sur un sujet précis, mais d'engager des réflexions plus largement, plus globalement. Alors les Stammtisch, c'est très alsacien. Hein. C'est le truc qui rappelle qu'autrefois, dans les bars en Alsace, c'est bien, on se mettait autour d'une table avec la bière et les bretzels, et puis on passait des heures à discuter de tout et de rien. On appelle ça les Stammtisch. Et donc, on a des habitants qui nous ont proposé d'organiser tous les mois un jeudi par mois dans des lieux différents, de se retrouver un peu comme les anciens et de refaire un peu le monde au travers de rencontres de ce type. Donc, ça fait partie des choses qui sont spécifiques à notre commune. Et puis, les diagnostics en marchant, là, c'est plutôt une initiative de la ville, mais qui marche assez bien, qu'on propose aux habitants. C'est-à-dire, on va dans un quartier et puis un soir, pendant 1 heure ou deux, eh bien, on déambule dans la ville pour parler de tout ce qui se passe dans le quartier, parler de tout et de rien, de noter ce qui va, ce qui ne va pas, mais on le fait en marchant. Euh, Ça peut paraître anodin, mais ce cheminement physique est aussi important que le cheminement intellectuel, quand je vous parlais de cheminement tout à l'heure, parce que, y compris ceux qui arrivent en bougonnant et qui veulent faire passer tout de suite des revendications, des plaintes, des complaintes, eh bien, en cheminant, rentrent plus dans une étape de construction qu'ils étaient arrivés en se regroupant à la phase de départ. Donc, c'est un élément important, et puis ça permet de voir la ville aussi autrement et de la travailler autrement. Très souvent, on s'aperçoit, alors nous c'est le cas en zone urbaine, que même dans un quartier, les habitants ne connaissent pas forcément bien leur quartier, et c'est toujours bon de les remettre en situation. Les équipes projets, elles sont pour chaque séquence préparées euh, avec, alors on appelle ça des agoracteurs, c'est un terme qui est utilisé avec Inersheim depuis 2015, c'est-à-dire les habitants qui sont engagés dans la démarche, on les appelle, dans la démarche Agora, on les appelle les agoracteurs. On en a 3, 5, ça dépend, qui viennent en appui de l'équipe municipale, d'un élu référent, d'un collaborateur technique et puis d'un collaborateur qui est en charge de la démocratie. Nous avons depuis 2015 une collaboratrice qui est chargée de ces sujets de participation et uniquement de cela. Et c'est très important. Il faut investir, comme on investit dans les autres sujets, il faut aussi investir dans la démocratie. Et puis, on a une instance qui vient s'ajouter, qu'on appelle le Conseil communal de la démocratie, qui est composé d'habitants qui sont plus particulièrement engagés. C'est-à-dire qu'au départ, on avait toutes ces séquences qui s'ajoutaient, qui se juxtaposaient, qui fonctionnaient les unes après les autres, ou les unes à côté des autres. Et puis, on s'est aperçu qu'on pouvait peut-être aussi regarder avec des habitants et que ça ne reste pas que quelque chose piloté par la ville. On pouvait peut-être associer des habitants qui étaient plus engagés, qui avaient envie d'aller un peu plus loin avec nous, dans une réflexion qui permet de composer une sorte d'instance un peu au-dessus, qui, comme une tour de contrôle, regarde ce qui ne fonctionne pas, qui regarde les avions qui atterrissent et les avions qui partent et puis les plans de vol. Là, c'est un peu la même chose. Qui regarde quelles sont les séquences qui fonctionnent, comment elles fonctionnent, quelles sont la durée. On est très... voilà, ça permet là aussi la démarche globale et la méthode de la partager, elle aussi, avec les habitants. Et on l'a appelé donc le Conseil communal de la démocratie. Ça s'est fait un peu naturellement d'ailleurs, c'est composé un peu naturellement. Et on a aussi au sein de ce Conseil communal de la démocratie des habitants qui non seulement sont plus engagés que les autres, mais qui ont même accepté à un moment donné d'être formés à nos côtés sur l'ingénierie du débat public.
qu'on ait eu un temps de travail de formation pour travailler à nos côtés. Voilà. Et puis je terminerai un peu en conclusion avec une citation qui, elle aussi, fait partie des citations qui figurent dans notre maison de la citoyenneté, dans la salle du conseil municipal. C'est celle de Pierre Mendès France qui peut-être résume un peu tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou quotidienne, il découvre en lui un citoyen. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions, avec Nathalie, bien sûr. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Non, enfin, a priori non, mais merci beaucoup, monsieur. Enfin, les autres pourront faire part de leur avis également. Du coup, oui, bah, merci pour ce retour, c'est très inspirant. Enfin, je pense que ça va donner beaucoup d'idées pour des choses qu'on pourrait faire localement. Du coup, on va passer aux questions et puis on a bien le temps, on peut se donner 30-40 minutes, je pense, pour prendre des questions. Alors, si c'est possible, vous pouvez soit écrire votre question dans le chat, mais vous pouvez aussi lever la main pour la poser. Donc, sur Zoom, c'est sur la partie droite de votre écran. Juste au-dessus du chat, il y a un petit onglet qui s'appelle lever la main. Voilà, si vous voulez. Et alors, est-ce que quelqu'un a une question de se lancer? Sachant que sinon, je propose de passer la parole à la pièce élue, peut-être à Madame Jardin ou Monsieur Lénard. Je viens de lever la main, donc c'est parfait. Donc, merci beaucoup pour cette présentation qui était à la fois un peu technique pour nous montrer du contenu, mais également très pédagogique parce qu'on voit bien et ça donne envie. En tous les cas, merci beaucoup. Juste pour ma part, donc, en tant qu'élu, je me dis comment on fait pour assurer la continuité. C'est-à-dire que les équipes d'élus changent et c'est dommage qu'une telle dynamique, une fois qu'elle est mise en œuvre, et je présume que c'est très long à mettre en œuvre avant que ça fonctionne, que tout le monde ait bien compris le sens et se donne l'occasion à un moment donné ou à un autre de participer. Donc, qu'est-ce qui assure le lien, la continuité au niveau de votre commune ? Voilà, excusez-moi, j'ai remis mon micro. Alors déjà, la même conviction entre moi, mon équipe et mon prédécesseur et son équipe dans laquelle je faisais partie. Il était clair, en tout cas, en ce qui me concerne, il était clair qu'il était hors de question de revenir en arrière. C'est un processus qui est long. C'est comme pour la transition écologique et énergétique. Il n'y a pas de plan B. Il faut aller vers cette transition. Sinon, on va dans le mur. De la même façon qu'on va dans le mur pour le climat, on va dans le mur pour la démocratie et on sait ce qui nous pend au nez si on ne remet pas les citoyens à leur place, si on ne leur donne pas leur place. Donc, pour moi, il n'y a pas de plan B là-dessus, donc c'était nécessaire de le faire. C'est d'arriver à mobiliser les habitants, c'est-à-dire à ne pas faire contre, mais faire avec. Ça, c'est aussi important. L'idée, c'est de pas de dire on veut faire à tout prix parce que nous, on est convaincus, nous qui sommes élus, on est convaincus qu'il faut faire la démocratie participative et puis y aller coûte que coûte. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut le faire avec. Donc, des fois, il faut savoir prendre le temps, il faut savoir expliquer, il faut savoir avoir la pédagogie qui va bien. Il faut faire tomber toutes ces certitudes, il faut savoir accepter, écouter, même comme des fois, c'est un peu compliqué. Et du coup, je crois qu'on a réussi à imprimer dans la commune une certaine conviction. Du moins, je pense que nous avons réussi à convaincre les habitants que ce travail-là était nécessaire, puisque d'ailleurs, certaines fois, si nous n'allons pas assez vite pour leur proposer une séquence démocratique sur un sujet, ils ont vite tendance à nous le reprocher. Donc, je pense que ce sont des choses qui sont intégrées. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné sur la participation, hein, parce que très vite, le chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire que c'est quand même compliqué de participer, il faut prendre du temps. Non, c'est bien ce que vous faites, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai les enfants, j'ai la famille, j'ai le travail, etc. On l'entend très souvent. Mais je crois qu'on a réussi
a réussi quand même à imprimer quelque chose là-dessus. Je vais vous donner un exemple précis. Lorsqu'il y a eu les élections municipales, c'est arrivé dans notre commune d'ailleurs, il y a eu un débat régional qui a été organisé par France 3 pour notre, et en amont du débat qui a eu lieu entre les différents candidats dont je faisais partie. Il y a eu un petit film qui a été réalisé par France 3 avec des interviews d'habitants de la commune, et ce qui ressortait, c'était la participation. La mairie nous associe, le maire nous associe, on a souvent entendu ça. Donc, quelque part, le fait de l'avoir affirmé, d'avoir communiqué dessus sur la nécessité de travailler ensemble, de le faire, d'expliquer aux habitants qu'on pouvait le faire et travailler avec eux, je pense qu'on a marqué des points, on a imprimé ça dans les esprits. Mais encore une fois, je reste très modeste parce qu'on est loin de faire participer l'ensemble de la population. On est une ville périurbaine avec ses préoccupations où voilà, tout le monde ne sort pas facilement de la maison pour venir participer ou pense avoir autre chose à faire que de pouvoir s'engager dans des séquences démocratiques. En tout cas, voilà, il faut avoir la conviction de le faire, ça c'est certain. Merci. Et justement, enfin, moi, j'ai une question, sauf si, enfin, pareil, continuer à lever les mains. Marie et Vincent. Il y a une main. Oui, Marie et Vincent. Ah oui, je ne les vois pas toutes directement. Du coup, Marie et Vincent, si vous voulez y aller. Vous m'entendez? Oui. C'est bon, le micro? Oui. Ok, je voulais juste poser une question à Monsieur Rich. Je voulais savoir si il disait tout à l'heure là que effectivement il y a une véritable difficulté d'investissement de la population et que de manière très modeste, hein, vous disiez qu'il fallait faire attention à ça. Je voulais juste savoir s'il y avait un renouveau régulier comme ça de la de gens qui s'investissent ou c'est toujours les mêmes depuis X années, comme c'est le cas d'une manière générale dans les associations, par exemple, dans lesquelles on investit. Et c'est effectivement toujours la difficulté qu'on a, nous, à pouvoir faire venir les gens et participer aux activités qu'on propose. Et je voudrais savoir si c'était un peu le même cas dans cette démarche-là, à l'échelle municipale. Oui, c'est le même cas. C'est ce que l'on appelle dans le jargon les TLM, toujours les mêmes. Oui, bien sûr. Forcément, alors, il faut aussi accepter un peu cela, c'est-à-dire que néanmoins, c'est aussi pour certains habitants ceux qui veulent faire l'effort de participer, qui ont ça comme valeur, qui considèrent que c'est important de le faire. Donc, et heureusement qu'ils sont là, c'est le socle. C'est pour ça qu'on s'appuie sur eux d'ailleurs, une partie d'entre eux qui nous accompagnent dans l'ingénierie des travaux. Mais c'est aussi pour ça, pour éviter et élargir plus fortement. C'est pour ça que nous avons là tenu vraiment en début de mandature, vraiment à formaliser que tous nos projets, toutes nos actions, de l'écrire dans le dur, de communiquer dessus en disant que sur tous ces sujets, il y a une soixantaine de projets actions qu'on avait présentés dans un tract lors des élections municipales, sont ouverts à la participation en disant voilà, il y en a sur tous les sujets. Il y en a pour l'éducation, il y en a pour les solidarités, il y en a pour l'intergénérationnel, il y en a pour tous les sujets. Donc, si vous le souhaitez, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas participer. C'est ça, en fait, notre mobilisation là, de ces dernières semaines. C'est de vraiment montrer qu'il y en aura pour tout le monde et d'ouvrir tous les sujets à la participation. Et puis parce qu'on ne met jamais assez d'énergie, et là je le dis sous le contrôle de ma collègue Nathalie qui m'écoute religieusement et qui est là ce soir en vidéo, on s'est posé la question de savoir si on allait refaire comme on l'a fait à chaque début de mandature avec mon prédécesseur, si on allait interroger la population sur quels seraient ses souhaits, ses désirs, pour peut-être plus s'engager dans la participation, les sujets sur lesquels ils souhaiteraient travailler. Et là, on s'est dit, on va le faire, et on va le faire plus particulièrement en prenant prétexte de la situation sanitaire. On a travaillé sur un questionnaire qu'on a mis en œuvre et qui vient d'être imprimé, là, qui va être diffusé très prochainement à la population dans une semaine, dans lequel on dit, voilà, il s'est passé quelque chose d'assez inédit, la situation sanitaire, la crise sanitaire, ça a complètement chamboulé nos vies, ça a complètement remis nos vies en cause. Comment vous l'avez vécu, d'une part? Et puis, vous pourrez trouver d'ailleurs ça, si ça vous intéresse, sur notre site internet. Je pourrais vous renvoyer le lien
via la traverse. Et est-ce que ça vous a amené à avoir un regard différent sur votre vie dans votre quartier, sur votre vie dans la ville, sur votre envie peut-être de vous engager? On a vu qu'il y a des solidarités magnifiques qui se sont mises en place pendant la crise, surtout lors du premier confinement. Et donc, on leur dit, voilà, est-ce que du coup, ça vous amènerait à vous investir différemment et peut-être plus qu'avant? Et donc, on a bâti ce questionnaire, on va voir comment les gens vont réagir. Mais voilà, c'est un outil de plus, un prétexte que l'on prend pour inviter les habitants à s'exprimer, à avoir ce désir de participation. Participer, c'est pas forcément évident, hein. Il y a des gens qui se censurent d'eux-mêmes, qui ont peur. Il y a des gens qui n'osent pas participer. Quand on tire des personnes au sort, certaines ne comprennent pas pourquoi on le fait. Elles sont surprises. Lorsqu'on a tiré pour le plan local d'urbanisme sur lequel les habitants ont travaillé pendant 6 ans, on est compte 6 ans, c'est long, hein, à nos côtés, il y a des habitants qui, lorsqu'ils ont été sélectionnés, nous ont dit « Pourquoi vous m'avez sélectionné? Je suis incapable, je ne connais rien à l'urbanisme, je ne suis pas fait pour ça, enfin, vous vous trompez, quoi, vous avez fait erreur. » Et ces mêmes personnes, à la sortie de ces 6 années de travail, de formation, de participation, de rencontres avec des urbanismes, des architectes, etc., en se sont sentis grandis et nous ont remerciés. Voilà, donc on essaye aussi de valoriser aussi ce genre de choses. La presse, des fois, nous aide aussi à le valoriser. Voilà, donc c'est un travail long cours, mais on est loin d'avoir gagné l'implication de l'ensemble de la population. D'ailleurs, on le voit, notre société est malheureusement encore très individualiste et on est encore loin de ça. Mais en tout cas, nous, à notre façon, en tout cas avec Universal, on continue à se battre dans ce sens. Merci. Du coup, on a une question de Sébastien Léonard qui peut peut-être la poser directement et après Thierry P qui lève la main. Bonjour. Oui, moi j'avais une question. Alors, je suis conseiller municipal à Migné. Et forcément, face à ce parcours de renouveau démocratique que vous avez mis en place sur un temps très long, finalement, avec vos prédécesseurs, je m'interrogeais de votre expérience, à votre avis, par quoi on peut commencer sur un territoire où on commence une telle expérimentation. Voilà, quels seraient vos conseils sur les prémices, sur les conditions de mise en expérimentation d'une telle démarche? Merci. Alors, moi, je pense que déjà, il faut que dans l'équipe municipale, on soit clair. je le dis devant ma collègue maire, mais je pense qu'elle en est convaincue. Il faut être prêt avec son équipe municipale à se dire on peut vraiment s'engager là-dessus. Mais je l'ai entendu de la bouche de Florence Charnin tout à l'heure. Il faut qu'on se dise que si on le fait, c'est parce que c'est autant important pour le projet municipal, pour la ville, pour les habitants que pour les élus et leur engagement. Il ressortira quelque chose du mandat que les élus auront vécu. Donc, je pense que c'est important. Je pense qu'il faut cibler au départ quelques sujets. Il ne faut pas en prendre de trop. Il faut mettre à l'épreuve votre méthode à vous, votre démarche à vous. Donc, il faut choisir quels sont les sujets qui, pour vous, sont emblématiques, méritent d'être mis en débat plus prioritairement au départ. Tout dépendra. On n'aura pas les mêmes préoccupations dans un environnement rural que dans un environnement urbain. Faire attention à choisir un sujet qui permette de sortir des sujets classiques, crotte de chien, civilité, etc., qui sont des sujets certes peut-être importants pour le quotidien des habitants, mais montrer qu'on peut travailler à aller un peu au-delà de ça, mais quelque chose qui les touche. Très souvent, je participais à un autre témoignage pas plus tard que cette semaine organisé par un autre organisme avec une petite commune des Alpes où le déclic il s'est fait parce que la population se rendait compte dans un village de, je crois que c'était 500 habitants, que tous les services publics disparaissaient et qu'il fallait reconstruire quelque chose et ils ont reconstruit ensemble un projet autour d'une sorte de mairie avec des services, sorte de service public ou des services à la population qui s'est mis en place et sur toute la mandature précédente.
Voilà, il faut partir d'éléments qui touchent les gens, qui les touchent dans leur quotidien et qui leur permettront enfin, qui vous permettra de créer une première mobilisation. Et puis, si votre démarche, elle est, elle est approuvée par à la fois l'ensemble des acteurs élus, habitants, etc., bah, essayez d'en faire quelque chose, d'avoir vos propres outils, de les généraliser, de les banaliser pour rentrer dans des séquences régulières. Je dirais, enfin, nous, c'est comme ça que nous l'avons mis en place. Peut-être c'est pas obligé, mais peut-être aller à la rencontre des habitants dans un premier temps avec peut-être un questionnaire, comme on l'a fait à plusieurs reprises, nous, dans la ville de Kingersheim, en allant discuter avec eux pour les recueillir leurs idées, leur opinion et dire voilà, vous avez été majoritairement amenés à nous dire que ça va pas sur tel sujet, allons-y, travaillons ensemble, comment on peut construire ça ensemble. Voilà, il n'y a pas de. Je ne sais pas s'il y a une méthode, mais en tout cas, il faut que vous soyez au clair. Il faut que vous soyez au clair sur la méthodologie que vous mettez en place et ensuite vous y tenir. Parce que là, par contre, c'est très important. Si vous changez de méthode toutes les 5 minutes, si vous n'êtes pas clair dans vos choix, sur la façon dont vous sollicitez la population, là, c'est sûr, ça va être un peu plus compliqué. Et puis surtout, ne pas faire de la fausse démocratie, c'est-à-dire si c'est pour faire des réunions quartier où globalement les élus sont assis à une table en face des habitants qui sont sur les chaises en face et puis qu'on se retrouve à dire oui, oui, on vous écoute et on va mettre en œuvre ce que vous avez besoin. Ça, c'est pas de la démocratie de construction. Donc, c'est pas la peine de vous aventurer là-dessus. Moi, s'il n'y a que ça, vous n'allez pas aller loin. D'accord, merci. C'est bon à savoir. Du coup, Thierry peut prendre la parole peut-être? Il faut allumer le micro. C'est bon, ça va. Donc, Thierry Poisson, habitant de Ligné-aux-Anses, bonjour. J'ai une question sur la transition écologique à 2 niveaux. D'abord, savoir quel est votre lien avec une dynamique qu'on sait forte, moi j'appellerais la dynamique verte pour ne pas dire la dynamique écologiste orinoise. Il se trouve que par frère interposé, moi je connais bien un certain Albert Stoll, maire de Kaysersberg, que nous avons un peu mieux connu quand il était à un moment candidat à la candidature écologiste pour les dernières présidentielles. Et donc, effectivement, quel est votre lien, vos relations avec cette dynamique écologiste forte, ce que je connais sur ce département et la région Alsace? Et puis, deuxième point, comment est-ce que cette méthode que vous nous présentez, qui est complètement transversale, s'applique chez vous aux activités, à tout ce que vous faites autour de la transition écologique, pardon. En fait, la méthode, elle s'applique à tout, hein, quels que soient les sujets. Elle est sur tous les sujets. Alors, plus encore sur la question de la transition écologique énergétique, puisque je vous le disais tout à l'heure, je suis peut-être passé un peu vite, mais on est engagé dans un processus là aussi exigeant qui s'appelle Citergie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est l'ADEME qui porte ce processus, qui est un processus qui est un peu, alors, retenez pas ça, mais c'est un peu comme une norme ISO, mais pour nous, le plus important, c'est pas trop qui nous pousse au bout de 4 ans à avoir un label présenté par l'ADEME, mais c'est surtout qui nous permet de nous inscrire sur des actions qu'on peut mener dans notre commune de façon durable. On regarde une photo à l'instant T qui est faite par l'ADEME et qui revient au bout de 4 ans avec un auditeur externe pour regarder comment nous avons progressé, comment nous sommes performés sur les enjeux qui étaient les nôtres et que nous avons passé dans un engagement au conseil municipal sur différents sujets. Donc la question de la transition écologique énergétique avait complètement au cœur du sujet et sur les 6 axes d'engagement de notre plan d'action transition écologique énergétique, il y a celui de l'engagement et du débat citoyen, c'est-à-dire comment les habitants peuvent être au cœur de la décision. Je vais vous prendre un exemple très précis. Par exemple, à Kingersheim, on fait du photovoltaïque,
mais la mairie ne fait jamais du photovoltaïque toute seule. C'est-à-dire, pour nous, il n'y a aucun intérêt de mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits de nos écoles ou des salles sportives pour revendre simplement de l'électricité aux énergéticiens. On met à disposition nos toits des écoles, des salles polyvalentes, etc., à des coopératives énergétiques. Il y a une association que vous connaissez peut-être qui est Énergie Partagée, qui a une branche en Alsace et qui est une coopérative énergétique dans laquelle n'importe quel citoyen peut être coopérateur. Et donc, eh bien, on préfère que ce soit cette coopérative-là qui vienne créer une installation photovoltaïque sur la toiture de notre école ou notre salle sportive, parce que derrière, elle va pouvoir embarquer des habitants qui vont devenir des coopérateurs. Donc, on va faire des énergies renouvelables, on va au passage les réinjecter dans le réseau et ça sera très bien parce que ça sera notre contribution à Kingersheim, mais en plus de ça, on va associer les habitants. Alors, par exemple, sur cet exemple-là, lorsque nous avons fait notre première opération avec l'énergie partagée en Alsace, on a fait une réunion publique, comme à chaque fois, processus que je vous ai donné tout à l'heure, réunion publique, les habitants sont invités à venir à cette réunion publique. Énergie partagée en Alsace vient présenter la coopérative, le travail qu'elle fait, comment on peut devenir coopérateur, comment on peut même venir dans les instances d'énergie partagée en Alsace pour participer à la gouvernance de cette structure, quel est l'intérêt des énergies renouvelables, d'où viennent les cellules qui sont installées par cette association. Et puis ensuite, le projet se fait, il est suivi par des habitants. Lorsque on l'a fait sur le toit d'une école, les parents d'élèves se sont associés aussi à cette démarche-là en amont. Et donc, sur chacun des sujets, et entre autres ceux-là, à chaque fois, on associe l'ensemble des acteurs qui peuvent apporter une contribution et qui peuvent participer au projet. Donc, il n'y a pas de, pour le dire autrement, c'est quels que soient les sujets, quels que soient les enjeux, la participation, elle est complètement proposée et on essaye de la suggérer et de l'accompagner. Après, sur la question de la transition écologique énergétique, voilà, je vous l'ai dit, hein, on est engagé. Je ne sais pas si on a un lien ou s'il y a besoin d'avoir un lien avec nos amis écologistes de la région, avec lesquels on a des contacts. On a un restaurant. La ville a mis à disposition d'une association militante d'une agriculture raisonnée, des circuits courts et d'une alimentation saine, a mis à disposition de cette association un bâtiment dans lequel cette association a créé un restaurant, une épicerie bio, organise des rencontres, des débats, des concerts, organise une manifestation qui s'appelle 6 pieds sur terre chaque année, qui est une sorte de foire éco-bio. Voilà, ça nous a été là aussi, ce sont des habitants militants qui avaient envie de monter ce projet, qui nous l'ont proposé, et on les a accompagnés. Et là aussi, il y a eu une séquence participative qui a permis de mettre en place ce projet. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Merci. Alors, on a beaucoup de questions. C'est très bien. Mais petite précision, on a prévu de finir vers 22h. Donc, voilà, ça sera à avoir en tête. Je cite toutes les personnes qui ont posé des questions pour que vous sachiez un petit peu le nombre. On a Benoît, Cyril et Claire, Sylvie, Marie-Claude, Thomas, Christine et JRM. Du coup, je passe la parole. On a essayé de prendre dans l'ordre les noms. Je passe la parole à Benoît. Non, vas-y. Alors, en fait, c'est Evelyne. En fait, c'est sa femme, mais c'est pas grave. Il est à côté. Moi, je voulais poser la question des difficultés majeures qui ont pu être rencontrées par rapport à cette dynamique de participation active des citoyens. Peut-être les écueils aussi et comment, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez appris d'essentiel dans cette traversée-là, justement, par rapport à tout ça. Et moi, j'en profite pour dire ma petite question aussi. On n'est pas tous égaux dans la participation. Il y a des citoyens qui sont déclassés, qui sont en situation d'exclusion. Est-ce que vous mettez en œuvre des moyens spécifiques pour toucher cette population-là et pour qu'elle soit actrice? C'est-à-dire que ça demande peut-être… Voilà, je voulais savoir si c'est
question qui se posait pour vous et comment vous l'avez résolue. Je ne sais pas si… Bien sûr, on cherche à embarquer le plus grand nombre. En tout cas, on essaye… alors, on essaye de trouver toujours tous les moyens d'embarquer l'ensemble des acteurs. Alors, ça ne va pas répondre à votre question, mais je vais vous donner un exemple parce qu'il est d'actualité, et Nathalie, ma collègue, pourrait en témoigner si elle le souhaite. Le questionnaire dont je vous ai parlé, qu'on a fait dans la ville, on s'est dit, mais au fait, et les jeunes dans tout ça? Et on a décidé d'en faire aussi une version un peu plus adaptée, je ne vais pas dire simplifiée, parce que je ne considère pas que nos enfants… on doit voir les choses avec eux de façon simplifiée, mais on a fait ce même questionnaire de façon adaptée pour les collégiens du collège de notre commune, pour nous dire que les jeunes, eux, ont aussi leur mot à dire, leur droit de dire. Enfin, chez nous, il n'y a pas de conseil municipal des enfants, hein. On n'est pas dans ce truc qui, pour nous, est plus de l'occupationnel. Ce qu'on veut, c'est que les enfants soient des acteurs de la participation, soit des acteurs de la dynamique sportive, des acteurs de la dynamique culturelle. Et donc, on a souhaité apporter et aller vers des quatrièmes et des cinquièmes, je crois, Nathalie, c'est bien ça? Exactement. Voilà, leur porter un questionnaire. Tu peux peut-être dire un mot sur la façon dont tu l'as vécu ou les retours de ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Effectivement, on a souhaité interroger les collégiens, particulièrement les cinquièmes et les quatrièmes, sur cette année qui vient de se passer, sur leur ressenti, la manière dont ils ont vécu cette période particulière et surtout savoir si ça avait changé leur regard peut-être sur l'avenir et la manière dont ils pouvaient entrevoir les choses et la manière dont ils pouvaient peut-être s'investir pour le collectif. Donc on a effectivement rencontré des jeunes qui étaient alors des jeunes qui ont vraiment toute leur place, hein, dans la participation et qui ont des choses à dire et qui sont là malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ont envie d'emmener leur pierre, la pierre à l'édifice et qui sont prêts à donner leur avis. Donc on a des jeunes vraiment qui sont là, qui sont présents et on a été vraiment à leur rencontre et on a été épatés, hein, par ce qu'ils ont encore à donner. Et ils ont envie de coproduire, ils ont envie de participer aux décisions qui se passent dans leur ville, hein, quel que soit le sujet, hein. Donc voilà, ça donne vraiment de belles perspectives parce que on est allé, je vous avoue, au-devant de ces jeunes sans trop savoir quel allait être leur état d'esprit, surtout après une telle période. Et on a rencontré des jeunes vraiment formidables qui étaient prêts à venir vers nous et alors ils ont plein d'attentes, hein, les jeunes d'aujourd'hui, les citoyens de demain, ils ont plein d'attentes, mais ils ont aussi envie de participer à ce qui se passe autour d'eux, hein, dans la ville. Voilà. Merci Nathalie. Voilà, et donc oui, on essaiera. Je ne sais pas si on y arrive, pour être très honnête avec vous, mais il faut qu'on essaye de faire en sorte qu'on puisse toucher le plus largement possible toutes celles et ceux qui font la ville de Tingersheim. C'est un élément important. Et quelles sont les difficultés majeures qui ont pu être rencontrées? Le sujet qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que malheureusement, on n'arrive pas à mobiliser autant de monde qu'on voudrait. Si je puis me permettre, Laurent, si Oui. je peux me permettre, effectivement, je trouve que vraiment cette mobilisation pour nous, elle se fait au fil de l'eau, au quotidien. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Les gens, comme tu disais tout à l'heure, les gens ne se sentent pas forcément légitimes à venir discuter et ne se sentent pas forcément compétents. Donc, je pense qu'on va y arriver, mais au fur et à mesure, en croisant des personnes. Moi, je croise quelquefois des personnes effectivement qui me disent, mais j'ai vraiment pas, je vois pas ce que je peux apporter. Et c'est vrai que ce sont c'est un travail vraiment du quotidien, persuader chacune qu'il a sa place et qu'il y a forcément un sujet sur lequel il peut apporter quelque chose. Et puis, qu'est-ce que l'on a appris
essentiel, moi je pense que ce qu'on a appris d'essentiel, c'est que la démocratie demande du temps et qu'il faut reprendre le temps de se réapproprier les choses euh, pour plusieurs, pour plusieurs raisons. Déjà parce que il n'y a pas de raison que nous, quand élus, nous sommes sur des projets, que nous nous rendons compte que les choses ne sont pas faciles parce qu'il y a les contraintes budgétaires, il y a les contraintes réglementaires, il y a les contraintes administratives, il y a les marchés publics, il y a que sais-je. Eh bien, on doit savoir et pouvoir partager la complexité de la vie publique aux habitants, non pas pour leur faire peur, non pas pour leur dire que voilà, ne venez pas parce que vous allez voir c'est compliqué, non, bien au contraire, mais qu'ils puissent partager avec nous cette complexité. C'est très important parce que des fois, on a des gens en face de nous qui sont dans l'IACA faucon et il faut les sortir de ça et leur montrer que les choses ne se font pas comme ça naturellement. Il faut prendre le temps aussi d'expliquer, de s'informer, c'est important. On ne prend plus le temps aujourd'hui de s'informer ou pas correctement. Donc ça, on a appris qu'il était important de le faire et puis voir de se former à comprendre les choses, se former à débattre, de se former à s'écouter, de se former à se rencontrer. Ça peut paraître un peu particulier ce que je vous dis, mais c'est vraiment la réalité. On a eu quelques journalistes qui sont venus à Kingersheim, journalistes nationaux, pour venir enquêter un petit peu sur notre travail. Et j'ai souvent entendu de la bouche de ces journalistes poser toujours la même question, mais alors vous ne pensez pas que vous perdez du temps à faire tout ça? Et non, on ne perd pas du temps. Au contraire, quand on regarde, on en gagne. Combien de fois dans des communes, des équipes municipales, et même nous, ça nous est arrivé à Kingersheim, de vouloir lancer un projet sans forcément consulter ou bien consulter au départ. Et puis on lance ce projet, et puis derrière, parce qu'il y a des impacts dans le quartier, dans la vie, etc., eh bien, il y a un refus, il y a une pétition ou que sais-je. Et puis qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Ou alors on est un peu dans un mode dictatorial et puis on y va quand même, on fonce, ou alors on fait du rétropédalage. Et ce rétropédalage, c'est autant de temps qu'on aurait pu mettre avant dans la concertation avec les habitants. Donc, non, je pense qu'on a appris l'essentiel, en tout cas, outre que l'élu doit se mettre dans une posture nouvelle, je pense que c'est le temps long qui est important, retrouver le temps pertinent pour la démocratie. Ok, merci. Peut-être on a encore quelques questions, 5, 6. Du coup, sans pression, mais si vous pouvez faire des réponses un peu plus courtes, c'est... Ah, excusez-moi. Non, mais en plus, c'est très intéressant. Donc, voilà, mais petite info pratique. Est-ce que Cyril et Claire veulent poser leurs questions? Oui, bonjour. En fait, est-ce que c'est bon pour l'instant, tout va bien? On m'entend? Oui. En fait, il y a une multitude de projets que vous évoquez. En fait, vous avez 60 projets, tout ça. Comment vous inscrivez toute cette dynamique? Comment on peut gérer 60 projets? Comment on organise en fait toute cette démarche au départ? Comment les gens peuvent s'investir? Puisque 60 projets, c'est énorme. Alors, j'imagine que c'est sur une année ou plus ou 30 ans peut-être, j'en sais rien. Comment les équipes peuvent s'organiser au sein des élus, des habitants pour arriver à gérer tous ces projets-là et à arriver à faire de la communication, etc. Ce que vous expliquez depuis le départ. Je vais essayer de répondre simplement en résumé. Et encore, ces projets et actions, c'est ceux qu'on a identifiés au moment de notre campagne municipale. C'est-à-dire que, pour être très précis, avec mon équipe, en amont des élections, on a fait un brainstorming sur ce qui nous semblait important de faire pour cette mandature-là, voire de maintenir ce qui était déjà existant, voire de continuer à faire, voire d'augmenter, d'accentuer, etc. On a rassemblé tout ça, on a rencontré avant les élections, c'était au mois de février, on a rencontré les habitants, on a fait un forum participatif, notre salle de la Maison de citoyenneté qui comprend 130 places, je crois, était pleine.
Les habitants sont venus, on leur a proposé de débattre avec nous, d'agréger ce qu'on avait déjà eu comme réflexion, de nous apporter des idées nouvelles. On en a fait un programme d'une 60aine de projets et actions. On a essayé de rassembler ça dans différentes thématiques. Et donc, ça vient en plus de ça, des activités traditionnelles de la collectivité, hein, la culture, le sport, etc. Mais on s'est dit que comme on a été élus sur ces actions qu'on avait identifiées de façon très précise, eh bien, on devait être capable de les mettre en œuvre d'une façon ou d'une autre pendant le mandat, de le faire avec les habitants, de cocher la case transition écologique énergétique. Je dis ça pour le monsieur qui est intervenu tout à l'heure, c'est-à-dire que pour chacune des actions ou des projets, je demande à mes collègues élus qui sont pilotes sur chacun de l'un ou de l'autre projet de me dire comment on impacte les enjeux climat et comment on veille à ces questions-là. Et donc, on a monté ça dans un beau tableau Excel et on a mis à côté de chaque action une colonne séquence démocratique. On doit regarder quel type de séquence on va lancer. Est-ce que ce sera un comité de pilotage sur la durée et conseil participatif? Et on a désigné, on a fait ça il n'y a pas très longtemps, on a mis ça dans un beau tableau Excel. On a désigné un élu pilote, un chef de service ou un collaborateur de la mairie, une collaboratrice d'ailleurs, pilote côté opérationnel, et puis une équipe projet qui travaille aux côtés. Et donc, on est dans une démarche plutôt en mode projet, comme on connaît souvent dans certaines entreprises. Et on étale ça sur les 6 ans. Alors, il y a des choses on a rangé ça en trois catégories, court terme, moyen terme, long terme. Court terme, c'est ce qu'on va faire globalement dans les 2-3 prochaines années qui viennent. Donc, à mes collègues de l'équipe municipale que je dirige de mettre ça en musique. On a tous une même, en fait, en termes de méthodologie, pour tout vous dire, on a une fiche projet qui est la même pour tout le monde. Et chacun doit présenter son projet avec les mêmes informations, le délai, le budget, les enjeux, l'objectif, la question climat, la question de démocratie participative. Et puis voilà, on va essayer de le faire. Ensuite, le moyen terme, c'est plutôt vers la fin de mandat. Et le long terme, c'est des choses dont on sait que globalement, on ne les fera pas forcément dans ce mandat-là, mais on s'engagera au minimum à faire les études qui vont bien pour pouvoir éventuellement préparer le mandat d'après. Ça ne veut pas dire que je pense déjà au mandat d'après, mais 6 ans, ça passe très vite, quoi. D'ailleurs, on a déjà perdu une année avec le Covid, donc il n'en reste plus que 5. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est faite notre méthodologie. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que dans mon équipe, je désigne 9 adjoints et adjointes et à leur côté, 11 conseillers municipaux délégués. Vous voyez, ça fait, avec moi, on est une vingtaine dans la gouvernance. C'est pas rien, on se répartit cette tâche. Mais je trouve que c'est bien aussi de partager la gouvernance et les responsabilités. C'est un élément important. Et chacun a sa part de responsabilité et d'action. Mais par contre, mes collègues élus ont vraiment un rôle de pilote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre nous, il n'y a pas d'autorité. Il faut arriver à travailler de façon transversale. Si quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça c'est la priorité des priorités. C'est faire en sorte que les gens travaillent. Je vous donne un exemple précis et j'arrête là parce que sinon on va me dire que je suis trop long. On a des travaux de réhabilitation de notre mairie qui n'est pas aux normes des accès PMR, problèmes thermiques, etc. Ce n'est pas l'élu en charge du patrimoine qui pilote le projet de réhabilitation. C'est l'adjointe, ma première adjointe qui s'occupe des services à la population, qui pilote ce projet. Parce que je ne veux pas que ce soit la technique qui structure le projet, mais que ce soit le sens, c'est-à-dire l'élu qui porte le sens et qui porte la finalité. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. Parfait, merci. Sylvie Fortin? Bonsoir. Vous m'entendez? Oui? Donc, bonsoir. Alors, Sylvie Fortin, moi, je suis élue d'opposition et citoyenne de Migny-aux-Anses. Je voulais poser une question à Monsieur Rich, mais d'abord, je voulais le remercier pour sa présentation qui est riche, innovante, et puis j'ai trouvé son discours très unificateur et très humble. Voilà. Alors, la question que je lui pose, j'espère que ça ne va pas trop le déranger, mais j'aimerais savoir quelle place il donne aux élus de l'opposition dans cette dynamique participative. Est-ce qu'elle peut s'impliquer et est-ce qu'elle s'implique? Voilà, je vous remercie. Alors oui, l'opposition peut prendre toute la place qu'elle le veut, puisque
elle peut être présente dans toutes les séquences participatives qu'elle souhaite. Mes collègues élus du conseil municipal peuvent le faire. Alors bon, j'ai deux groupes d'opposition qui malheureusement, pour l'instant, n'ont pas souhaité s'engager dans cette démarche-là parce que ce sont deux groupes qui considèrent qu'ils sont élus et que donc c'est à eux de décider et qu'en gros la démarche participative c'est pour amuser la galerie. Je dis vraiment, vraiment très objectivement, hein, parce que c'est vraiment comme ça qu'il l'évoque et que pour nous c'est un peu un joujou pour amuser la galerie. Donc bon, bah, c'est dommage parce que je pense qu'ils ratent une opportunité même politique de pouvoir prendre leur place. Donc si demain ils me disent écoutez, tout compte fait, on a réfléchi, on va être présent, enfin voilà, tout est ouvert. Ils ont le droit, comme n'importe quel citoyen, d'être présent dans ces différentes séquences. Malheureusement, dans notre commune, jusqu'à présent, ils n'ont pas souhaité. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, on a voté le règlement intérieur. Vous savez qu'il faudrait voter le règlement intérieur du conseil municipal dans les 6 mois qui suivent les élections. Et donc, on a souhaité inscrire dans ce règlement intérieur qu'on permettait, donc, pendant les séances de conseil municipal, de créer je suis en train de chercher le terme, je suis un peu fatigué, des suspensions de séance, excusez-moi, pour permettre aux habitants sur un projet particulier de pouvoir venir présenter leurs travaux afin de nourrir le débat et qu'une fois qu'ils l'ont fait, ils repartent prendre leur place dans la salle du conseil et on réouvre la séance et ensuite les élus débattent et délibèrent à la fin. Bah ça, j'ai eu un mal fou à le faire rentrer dans le règlement intérieur. En fait, je l'ai mis, ils n'ont pas voté que voilà, ça n'engage pas à grand-chose et au contraire, ils auraient pu sortir grand. Je pense qu'honnêtement, il faut, sur la question de la participation, il faut dépasser les clivages qu'on peut avoir. De toute façon, le moment de la campagne électorale viendra quand il faudra revenir devant le suffrage des électeurs et c'est pas de se dissocier de ce type de démarche qui, à mon avis, va changer grand-chose. Voilà. Et d'ailleurs, la preuve, on a été réélu, et je le dis modestement, à 65% au premier tour. Mon prédécesseur a été réélu à chaque fois au premier tour de chaque élection depuis 89. Enfin, moi, je serais eux, je me poserais des questions. Voilà, je respecte vraiment, hein, je peux vous dire, je respecte vraiment la place de l'ensemble des groupes municipaux. Par exemple, le règlement intérieur dont je vous parle, j'ai proposé qu'on fasse une séquence participative avec eux. On l'a travaillé ensemble. Voilà. On n'a pas réussi à aboutir ensemble, je le regrette. Mais non, je pense qu'il faut que tout le monde participe. Et après, il reste, voilà, derrière l'opposition, comme les autres groupes, elle délibère. C'est-à-dire que peut être impliqué dans les démarches et ça n'enlève rien, chacun a ses positions et je respecte. Ouais, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, non, je vous invite, vraiment, je vous invite à vous engager, à prendre faire qui seront toujours respectables, faire vos choix, avoir vos convictions, mais participer. Je pense que c'est important, puis ça nourrit. Et justement, on avait une question qui recoupe un petit peu de Marie-Claude qui demandait si vous notiez un taux de participation, enfin, est-ce que le taux de participation aux élections, j'imagine municipales ou autres, a augmenté ou est-ce qu'il a changé depuis le début de ces démarches? Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce que les élections, alors les élections municipales connaissent généralement un bon taux de participation, mais pour les autres élections, ça ne change rien parce que on est noyé dans les débats traditionnels, les débats nationaux quand c'est une élection nationale, ou de partis politiques qui veulent noyer en fait le débat lors d'une élection départementale ou régionale pour y ramener des sujets nationaux. Non, malheureusement non. Malheureusement non, mais je crois qu'il faut se faire à l'idée qu'on ne vit pas seul, on vit dans un contexte national où les gens sont perdus des fois dans les scrutins et dans les débats qui sont mis en œuvre.
et du coup se désintéressent, continuent à se désintéresser. Même si, alors je ne peux pas parler de la dernière élection parce que malheureusement elle a été catastrophique avec le Covid, mais heureusement qu'aux élections municipales, on a encore une bonne participation. Ok, merci. Je passe la parole du coup à Christine Guérif. Oui, bonjour. D'abord, je voulais vous remercier, Monsieur Rich, d'avoir parlé de la question du temps, prendre le temps, parce que c'est courageux. Souvent, on cède au problème de l'immédiateté. Donc, merci beaucoup. Ma question, c'était de savoir si vous aviez travaillé sur les questions, dans le cadre participatif, les questions de matériaux géosourcés et biosourcés, et sur la question du réemploi, parce qu'aujourd'hui, c'est des thématiques dans notre monde professionnel, je suis architecte urbaniste, voilà, qui sont vraiment des thématiques en pointe, mais qui sont plus délicates à aborder peut-être avec le citoyen. Et voilà, c'était pour savoir si vous travaillez aussi sur des sujets comme ça, en plus des questions énergétiques. Oui, oui. Alors avec un petit exemple très emblématique, nous avons depuis plusieurs années, vous connaissez la tradition des marchés de Noël en Alsace. Dans notre commune, nous avons chaque année un marché de Noël qui s'appelle le Noël se recycle. Et il est organisé par des bénévoles qui accueillent des artisans régionaux qui proposent des objets, des produits sur base de produits recyclés, réutilisés. Et nos bénévoles, pour habiller la salle qui reçoit ce marché de Noël chaque année, travaillent pendant 6 à 8 mois en amont à la récupération d'objets sur un thème qu'ils choisissent à chaque fois, chaque année. Et donc prépare la salle avec des objets confectionnés sur la base d'éléments de recyclage. Et voilà, donc c'est notre façon à nous d'amener par un temps festif, je le disais tout à l'heure dans une des diapos, amener par la participation à des événements aussi la population à réfléchir, à se poser des questions. Et ben voilà, c'est un exemple de ce que nous faisons dans le cadre de… Et on fait ça en plus, si possible, en démarrant ça plutôt vers la fin novembre, dans la période de la semaine de la réduction des déchets. On travaille sur ce sujet-là tous les ans. Là, on n'a pas pu le faire l'année dernière à cause du Covid, mais en effet, on travaille sur cette question-là. Et puis, on essaye donc de le faire aussi dans la collectivité. Alors, je vous avoue que, pour être très honnête, dans ma commune, nos techniciens, et entre autres nos services techniques, ont encore un peu du mal avec ces questions-là. On le fait, c'est pas simple, mais on continue à sensibiliser les publics sur le sujet. Au niveau de la communauté d'agglomération, on est pas mal engagé là-dessus. On a un projet de recyclerie là, qui va voir le jour très prochainement, une grosse recyclerie. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais… C'était aussi par rapport aux matériaux biosourcés pour échapper au ciment Portland et au bitume. Oui. Alors ça, oui, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas bon du tout encore et sur lequel… par exemple, là, j'ai passé comme consigne en début, puisque vous l'avez compris, je suis nouveau maire, j'ai passé plusieurs consignes à mes services techniques sur la question du bitume, du béton. J'aurais dit qu'il fallait qu'on fasse en sorte d'en avoir le moins possible. De la même façon, nous avons un problème sur l'eau dans toutes les régions, très certainement dans la vôtre comme la nôtre, avec les sécheresses, etc. Et je demande qu'on enterre des cuves maintenant. Chaque fois qu'on fait des terrassements au pied de nos bâtiments publics, on a des mètres carrés de toiture qui peuvent récupérer de l'eau. Je demande à ce qu'on enterre des cuves pour récupérer de l'eau, pour que les espaces verts puissent ensuite puiser dans cette eau. Voilà, tout ça, ça fait partie des consignes que j'ai fait passer en début de mandature. Je profite du début de mandature pour créer des changements tout de suite. Mais vous savez, les habitudes sont tenues. Hein. Voilà. Mais l'idée, c'est de travailler sur la perméabilisation des sols, ces sujets-là. On a agrandi un parking d'une école il y a très peu de temps. On avait un besoin d'extension de parking. J'ai demandé à ce qu'il ne soit pas bitumé. Donc, il reste, c'est un espèce de concassé qui est mis dessus et qui permet donc de laisser à l'eau s'infiltrer à cet endroit-là. Mais voilà, mais il faut encore beaucoup se battre là-dessus. Merci beaucoup. Il faut beaucoup de volonté quand on est élu, quand on veut faire avancer les choses. Oui, merci.
peut-être que je vais dire quelques questions en paquet. On a une question de Thomas sur le résultat concret de votre démarche participative dont vous êtes le plus fier, si vous en avez un à partager. On avait également une question de Jérôme, peut-être, JRM, par rapport au camp climat d'ANV COP21 qui a eu lieu à Kingersheim cet été. Et quel impact ça a eu sur la perception des sujets environnementaux, enfin de l'écologie, dans votre commune et sur l'engagement de la population. Est-ce que ça a eu un effet plutôt positif ou négatif? Enfin, comment les habitants ont-ils accueilli cet événement? Et Nathalie posait la question du lien avec les écoles. Est-ce que vous travaillez directement, enfin vous en avez un peu parlé avec les collégiens, mais est-ce que vous travaillez encore d'autres manières avec les écoles? Oui, alors, lien avec les écoles, oui, pas encore assez, mais on essaye de le faire. Et on essaye de le faire aussi avec le sport culturel dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur des projets aussi pédagogiques ou artistiques. Donc là aussi, on essaye d'intégrer cette dimension de la transition écologique et énergétique avec eux. On essaye de les mettre dans une disposition où ils sont acteurs, c'est-à-dire pas simplement là pour faire de la consommation d'activités de loisirs ou scolaires. On essaye toujours de les mettre dans des situations de participation. Par exemple, il y a 2 ans, avec un opérateur de téléphonie que je ne citerai pas pour lui faire de la publicité, nous avons organisé ce qu'il appelle un Digital Society Forum, c'est-à-dire une sorte de débat autour de la question de l'inclusion et de l'exclusion du numérique. Et on a fait donc une soirée de réflexion autour de ce sujet-là avec l'opérateur le soir. Et l'après-midi, on a fait un goûter philosophique sur le même sujet avec les enfants. Donc, on essaye chaque fois que possible, associer avec les équipes du périscolaire ou des écoles. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur l'eau. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de la centrale photovoltaïque. On essaye à chaque fois d'impliquer les écoles. On essaye de sensibiliser les parents d'élèves aussi à la question de venir à pied ou en vélo à l'école plutôt qu'en voiture. Voilà, on a fait des opérations de sensibilisation sur le stationnement devant les écoles, parce que devant nos écoles, c'est comme dans toutes les écoles, si certains parents pouvaient venir livrer leurs gamins dans la classe en voiture, ils le feraient. Enfin voilà, oui, on travaille beaucoup là-dessus. Camp climat, bah oui, on était très heureux. Alors, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. On était très heureux de recevoir le camp climat. Et si on avait pu le faire cette année à nouveau, on aurait été très heureux de le faire. Voilà, c'était une très belle opération. Bah, quelque part, il s'est passé quelque chose dans la ville. Alors, même si c'était fin août, où la population est peut-être moins présente, mais les habitants, il se passait quelque chose parce qu'il était localisé, sont très visibles dans la ville. Une foule de personnes plutôt jeunes est venue à Kingersheim pour ce camp climat. Donc, ça a été évoqué aussi, relayé dans la presse. Donc, est-ce que ça a eu un impact? Je ne sais pas forcément mesurer, mais oui, je sais qu'il en reste quelque chose et que les gens se sont posés un certain nombre de questions. Après, est-ce que ça agit sur notre engagement sur le climat? Je pense que vous avez compris dans mes propos que de toute façon, nous sommes complètement engagés sur cet aspect-là. Résultat concret de la démarche, fierté. Moi, j'ai quelques fiertés, c'est de voir certains habitants sortir grandis, voire heureux, voire ébahis d'avoir participé à une séquence démocratique. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de personnes qui se sont rendues compte qu'ils avaient pu participer à la séquence du plan local d'urbanisme tout à l'heure. Voilà, des gens qui ne pensaient pas du tout pouvoir travailler là-dessus. Donc, c'est très intéressant de voir que des gens sont fiers d'avoir participé d'avoir eu accès à un travail sur un sujet pour lequel ils ne se sentaient pas du tout compétents ou en capacité de le faire. On a un autre exemple sur un lieu de culte musulman sur lequel on a travaillé. On a une petite communauté musulmane qui avait un lieu de culte dans des Algeco et qui a souhaité travailler sur un projet de construction en dur de leur lieu de culte. Là, pareil, on a créé, en accord avec l'association qui porte ce projet-là, une séquence démocratique parce qu'on ne voulait pas décider ça dans notre coin, dans le bureau de la mairie, avec cette association. Donc, on l'a ouvert. On l'a fait à la suite d'un facile, la période était un peu compliquée. Et d'entendre une dame d'un certain âge, à la fin de cette séquence, dire à cette association, vous savez,
Moi, j'ai beaucoup peur avec ce qui se passe avec le monde musulman, mais j'ai appris à vous connaître et je suis très heureux d'avoir fait cette séquence-là. Quelque part, ça fait plaisir. On est fiers d'avoir apporté ça. On pense qu'on a réussi à construire quelque chose. Super, merci. On approche de la fin tout doucement. Est-ce que il me semble que Madame Jardin veut prendre la parole? Oui, merci beaucoup. Donc, d'abord, merci à tous pour toutes ces questions qui étaient fort intéressantes et les réponses, bien sûr, de Laurent Riche qui nous ont bien éclairés, je pense. Peut-être pour répondre en 2 mots à différentes questions, on ne va pas refaire l'histoire de tout ce qui existe déjà à Migné. Ce qui est certain, c'est que ce soir, c'était pour nous vraiment l'idée de lancer une démarche. Comment, pourquoi bien, notre collègue tout à l'heure a évoqué 2 éléments. Il a évoqué les éléments d'un questionnaire, il a évoqué les éléments d'une inscription fin de réunion. Et bien, c'est exactement ce qu'on vous propose pour tout de suite rebondir par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir et entendu et toutes les envies que vous avez en tous les cas et qu'on souhaite partager. Donc, je propose peut-être qu'Alexia nous explique la démarche et le questionnaire pour s'inscrire. En tous les cas, merci beaucoup à tous. Oui, effectivement. Du coup, pour conclure la soirée, et vu que Migné aux Anses rentre dans une démarche également de participation et de travail sur ces sujets de transition, c'est important pour nous, pour mener cette démarche, de recueillir les volontés de participation, les envies de participation. Et du coup, on vous fait passer, Maud est en train d'envoyer les liens vers le formulaire pour s'impliquer dans la démarche. Il y a plein de niveaux d'implication différents. Donc, c'est possible d'indiquer qu'on est juste intéressé pour suivre, pour recevoir des informations, qu'on est intéressé pour être plus actif. Enfin, voilà. L'implication dépend de votre disponibilité et de vos envies, mais il y a quelque chose pour tout le monde, quoi. Et puis également, le 15 mars, on vous invite à un événement le 15 mars qui permettra, qui sera un premier moment de discussion tous ensemble sur ces sujets, puisque là, on était dans une posture plus de retour d'expérience de Kingersheim, mais le 15 mars, ce sera l'occasion de parler de nos... entre nous, quoi. Voilà, est-ce que je crois qu'on s'est tout dit. Est-ce qu'un petit mot de la fin, peut-être à Monsieur Riche, si vous voulez rajouter quelque chose? Déjà, vous remercier de nous avoir accueillis, Nathalie et moi, de vous dire que c'est toujours un moment important pour nous, ce genre de témoignage qu'on peut faire, parce que par vos questions, ça nous permet aussi de nous réinterroger, parce qu'on n'a pas la science infuse. À la fois, on n'a pas de secret industriel, donc on est toujours prêt à partager notre expérience, mais on aime bien avoir ce type d'échange parce que ça nous permet de décontextualiser ce que l'on fait et de pouvoir avoir un retour et un regard un peu différent de celles et ceux qui, comme ce soir, nous posent des questions. Donc, merci ceci nous est aussi très utile et je vous en remercie et merci à Florence Jardin, ma collègue, d'avoir accepté qu'on puisse partager parce que c'est pas toujours facile. Voilà, de pouvoir partager des choses et j'ai entendu qu'il y avait aussi des membres de l'opposition et c'est très... Vous faites un bon travail comme ça en ouvrant le débat à tous et à toutes. Donc, et je vous souhaite une bonne continuation avec vos démarches à vous, dans votre contexte à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. Ouais, simplement, je vous propose qu'on ait des petits contacts comme ça de temps en temps. Je pense que c'est toujours enrichissant qu'on puisse avoir des retours un petit peu sur ce que vous avez permis d'initier sur Migné aux Anses. Et il y a une question qui restait un petit peu en suspens tout à l'heure, en tous les cas en ce qui me concerne, parce qu'elle m'a particulièrement touchée. On sait qu'on ne touchera pas tous les habitants, et on le voit bien, vous avez appelé ça toujours les mêmes, TLM. Les TLM. Voilà. Hein, et malheureusement, heureusement, c'est bien, parce qu'on a quand même tout un vivier quand même de personnes et de membres associatifs qui veulent s'impliquer dans les démarches. Après, nous avons d'autres types de démarches
qui permettent aussi d'impliquer des personnes. Je pense notamment au dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est fait pour travailler avec les personnes privées d'emploi. Et voilà. Et on s'inscrit également, Migné-aux-Anses, dans cette démarche-là. Donc, on va essayer de multiplier un peu les initiatives parce qu'un territoire, ça se construit par et pour les habitants. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci, au revoir.